Au Niger, Hadiza Mahamadou a été interpellée ce samedi à la sortie de Niamey. L'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale est gardée à vue depuis ce samedi. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila organise ce lundi une grande réunion politique au Katanga. Objectif, unir tous les Katangais et faire une concertation au sujet de son troisième mandat Les nouvelles du vol de Air Asia à présent, la météo a été à la base de la chute en Indonésie de l'avion. C'est ce qu'a indiqué l'Agence météorologique nationale. 5 janvier 2015, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette édition sur Sika TV. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles du virus Ebola. La Sierra Leone a annoncé ce dimanche qu'elle prolongeait de 2 semaines la quarantaine d'un département dans le nord du pays pour y enrayer l'épidémie d'Ebola. La mesure applicable depuis samedi a été prise à la suite d'une réunion d'évaluation des responsables de la lutte anti-Ebola. Au total, un nombre de 72 cas d'Ebola ont été officiellement découverts à Tonkolili durant ces 5 dernières semaines. Selon les autorités, le département de Tonkolili est en quarantaine depuis plusieurs semaines. Le 24 décembre dernier, les autorités ont décidé d'imposer 5 jours de confinement à toute la province du Nord pour freiner la maladie d'Ebola. Selon les analystes, les populations sont encore réticentes à appliquer certaines mesures, leur demandant de signaler les cas d'Ebola et les inhumations secrètes. Au Niger à présent, Hadiza Mahamadou a été interpellée ce samedi à la sortie de la ville de Niamey, la capitale. L'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale ainsi que l'ancien directeur général de la Sonibank sont gardés à vue depuis ce samedi, inculpés de supposition d'enfants dans l'affaire de trafic de bébés et en liberté provisoire. Ils ont tenté de se rendre à l'intérieur du pays. Le point ici avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. À bord de ces 2 véhicules 4x4 escortés par des éléments de la police judiciaire, l'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hadiza Mahamadou, et l'ancien directeur général de la société nigérienne de banque, Moussa Itou. Tous les deux inculpés respectivement de supposition d'enfants et complicité de supposition d'enfants et laissés en liberté provisoire, voulaient, selon leur dire, se rendre à l'intérieur du pays. De sources judiciaires, ils sont interdits de sortir de Niamey. Ils ont été interpellés à la sortie de Niamey et conduits à la police judiciaire où ils sont toujours gardés. L'un de leurs avocats dénonce une entrave à leur liberté d'aller et venir. Maître Nassirou Lawali a décidé de porter plainte. À partir du moment où le dossier est devant le tribunal, je pense que seul le tribunal peut prendre des mesures qu'il pense être légales et utiles dans le cadre de cette affaire. Nous porterons plainte dès le lundi. Je fais appeler un huissier de justice qui a constaté cet état de fait. Nous porterons plainte dès le lundi pour entrave à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale. Le procès de l'affaire dite de trafic de bébés ouvert le 2 janvier a été renvoyé. Les avocats des accusés ayant soulevé l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel de Niamey. Le délibéré est prévu pour le 30 janvier 2015. Les chefs d'État des pays d'Afrique australe se rencontreront à la mi-janvier pour décider des suites à donner au non-respect dans l'est de la République démocratique du Congo par les rebelles rwandais de l'ultimatum fixé pour leur reddition. Cet ultimatum fixé par les chefs d'État et de gouvernement aux forces démocratiques de libération du Rwanda pour leur désarmement sous peine de représailles militaires a expiré. C'était le 2 janvier dernier. Reportage. Seulement 337 rebelles sur les près de 2000 que compteraient encore les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, se sont rendus depuis l'établissement de l'ultimatum à la mi-2014. Les chefs d'État d'Afrique australe se réuniront en Angola les 15 et 16 janvier prochains pour décider de la réponse à donner au FDLR. Le président Jacob Zuma, particulièrement en charge des problématiques de sécurité et de défense au sein de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, a assuré dans un communiqué que l'organisation régionale est prête à jouer pleinement son rôle. Les pays de la SADC sont déjà engagés dans la lutte contre les FDLR dans l'Est congolais, aux côtés des casques bleus de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie participent notamment à une brigade d'intervention de la MONUSCO, forte d'environ 3000 hommes et déployée dans les nord et sud Kivu
provinces de l'Est de la RDC, les plus affectées par les exactions des FDLR. Ces derniers, dont les chefs sont accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, commettent depuis des années en toute impunité de graves exactions contre les civils congolais. Il s'agit des viols, meurtres, pillages, enrôlement d'enfants soldats et de nombreux trafics, notamment d'or et de charbon de bois. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila organise ce lundi une grande réunion politique au Katanga, dans le sud-est du pays, où le débat sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État provoque des tensions. Cette réunion a pour objectif d'unir tous les Katangais, du moins c'est de faire une concertation au sujet du troisième mandat du président Kabila en 2016, a déclaré une source à la présidence. Dimanche en fait d'après-midi, une délégation d'environ 50 personnes comptant des députés nationaux et des sénateurs originaires du Katanga ont embarqué dans un avion pour destination Lubumbashi, la capitale provinciale du Katanga, où le président Kabila séjourne actuellement avec son vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Evarix Boshab. Le 23 décembre dernier, le charismatique gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, est rentré dans sa province minière, poumon économique du pays. Après 3 mois passés à l'étranger, accueilli triomphalement, il a prononcé un discours où il semblait s'opposer à un troisième mandat de Joseph Kabila. Ce dernier ne prendra pas part à cette réunion pour raison de santé, a-t-il déclaré. Vendredi dernier, l'ancien député katangais Vano Kalembe Kiboko, membre de la majorité opposée à une révision de la Constitution qui permettrait au président Kabila de briguer un troisième mandat, a été inculpé d'incitation à la haine tribale et incarcéré. Le Nigeria, à présent, le groupe islamiste Boko Haram a pris ce samedi le contrôle d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême est du pays, plus précisément le long des rives du lac Tchad. Les combattants islamistes ont d'abord envahi les troupes avant de les forcer à abandonner la base militaire. Reportage. Les combattants de Boko Haram ont mené un raid sur les villages de pêcheurs de Kwayen Kouros, 1003, 1004, Dorombaga, Bundara et la ville de Baga, provoquant la fuite de centaines d'habitants en bateaux et pirogues sur le lac en direction du Tchad voisin. Près de Baga, les islamistes se sont emparés d'une importante base militaire après plusieurs heures de combat, selon des déclarations faites dimanche par des témoins. La base militaire attaquée abrite habituellement quelques militaires du Niger et du Tchad voisins dans le cadre d'une coordination régionale de la lutte contre Boko Haram. On ignore jusque-là si des soldats nigériens ou tchadiens étaient présents sur place au moment de l'attaque. Cette base de la force multinationale est située à l'entrée de Baga, ville se trouvant à 180 km au nord-est de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Le bilan exact de ces violences n'est pas encore connu, mais plusieurs personnes ont été tuées, des commerces et des centaines d'habitations brûlées pendant le raid qui a duré près de 7 heures, selon des habitants qui ont fui vers le Tchad. Boko Haram, on se rappelle, avait déjà commis en novembre dernier un massacre dans le village de Dorombaga, égorgeant 48 vendeurs de poissons. La Somalie à présent, 4 morts, c'est le bilan d'un attentat suicide mené par les islamistes Shebab ce dimanche et qui a visé les abords de l'aéroport international de Mogadiscio, la capitale somalienne. Certains témoins ont déclaré avoir vu un kamikaze jeter son véhicule bourré d'explosifs contre une camionnette. D'autres témoins ont rapporté avoir vu des nuages de fumée s'élever au-dessus de la zone de l'attentat. L'aéroport de Mogadiscio et ses alentours sont la cible régulière d'attaques perpétrées par les insurgés islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. L'aéroport abrite le quartier général de l'AMISOM, la force de l'Union africaine déployée dans le pays, ainsi que plusieurs représentations diplomatiques. Des nouvelles du vol d'AirAsia à présent. La météo a été à la base de la chute en Indonésie de l'avion dont les moteurs ont peut-être été endommagés par du givre. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche l'agence météorologique nationale. Pendant ce temps, 4 nouveaux corps ont été repêchés en dépit des hautes vagues, mais le travail d'identification des victimes se complique. Reportage. D'importantes recherches sont entreprises pour repêcher des corps et retrouver l'épave de l'Airbus A320-200 qui s'est abîmé en mer de Java le 28 décembre avec à son bord 162 personnes.
Les fouilles en sont à leur deuxième semaine et étaient à nouveau perturbées par des conditions météorologiques difficiles. D'après l'agence météorologique indonésienne dans un rapport sur son site, le phénomène météo le plus probable était du givrage qui peut endommager les moteurs en raison d'un processus de refroidissement. 5 grandes parties de l'appareil ont été retrouvées au large de l'île de Bornéo, mais des conditions météorologiques très difficiles au cours de la semaine écoulée ont freiné les recherches. Au cours d'un moment de répit dans un ciel très chargé dimanche, des plongeurs sont descendus dans la matinée au fond de la mer à une trentaine de mètres où se trouve la grande partie de l'épave et ils ont repêché de nouveaux corps, portant ainsi à 34 le nombre de cadavres retrouvés jusqu'ici. Mais plus le temps passe, plus les possibilités d'identification se font pénibles. Ils ne peuvent plus être identifiés visuellement, alors le processus d'identification que nous employons doit être fait ici, dans cet endroit. Pendant ce temps, les proches des victimes du crash subissent le deuil, l'espoir s'effritant. Des veillées et prières s'organisent en mémoire des disparus. À chaque fois que je soulève à cette question, nous nions cette possibilité. Mais vous savez, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs si c'est arrivé, s'ils sont morts ou s'ils ont juste disparu, coincés quelque part. Donc, je ne suis pas sûr. Nous ne sommes même pas sûrs de ce que nous faisons. La chose que je regrette le plus, c'est de ne pas leur avoir rendu visite à Surabaya aussi souvent que je le pouvais. Donc, tout cela me fait sentir à quel point quelqu'un nous manque quand il est parti, vous savez. La priorité des équipes en mer est de retrouver les corps des voyageurs à bord de l'avion. Par ailleurs, les autorités indonésiennes vont enquêter sur des infractions commises par la compagnie Air Asia qu'elles soupçonnent d'avoir fait emprunter sans autorisation un couloir aérien à l'avion. Retour sur le continent africain à présent à travers ce grand reportage du jour. L'Afrique est l'un des grands producteurs du café, mais rares sont les Africains qui ont l'habitude de déguster un cappuccino ou simplement un latte. C'est avec ce constat qu'un jeune entrepreneur nigérien a lancé la chaîne Neo, espérant ainsi conquérir les grandes villes du continent. Reportage. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Neo. Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Neo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au café Neo pour mon café latte. Pour l'instant, Neo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Mais avant de partir, la sagesse africaine du jour nous vient du Bénin et dit ceci. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il faut uriner dans ses habits. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il faut uriner dans ses habits. Retenez tout simplement que tout passe
tout est éphémère. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal matinal sur Sika TV. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur www.sikatv.info.